À toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans Droit de savoir, à votre émission d'information aujourd'hui consacrée à un sujet longtemps considéré comme un tabou au Congo-Brazzaville. Le pétrole, oui. Le pétrole congolais, un domaine réservé aux initiés entre guillemets. Mais pourquoi ? À qui appartient réellement le pétrole congolais? Voilà qui sera au centre de notre entretien aujourd'hui avec Monsieur Alphonse Maboussou, consultant en expertise pétrolière et minière, 10 ans consultant à Sonangol. Il fut aussi consultant à Slou Merger. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour Monsieur Alphonse Maboussou. Bonjour Monsieur Christian Perrin. En tout cas, merci et bienvenue sur notre plateau. J'avoue que c'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir. Donc, droit de savoir. Voyons, le prix de baril du pétrole est en hausse à $75 US par baril. Que pourrait en tirer le Congo-Brazzaville? Tout à fait. Le moment est arrivé pour le Congo d'en tirer réellement profit parce que à ce prix-là ou à ce rythme-là, tous les jours, le Congo pourra engranger 3 milliards de CFA. Ce qui sous-entend que chaque fin du mois, ils auront 90 milliards de CFA si le prix du baril se maintenait à ce rythme ou continuait à aller à augmenter de façon exponentielle. Est-ce que cela veut dire que finalement le Congo peut se passer du FMI maintenant? Il faut déjà commencer par rembourser tout ce que nous devons, tous les engagements que nous avons ça et là. Sachant que certains des partenaires économiques du Congo récupèrent leur part dans le brut congolais, des crédits qu'ils ont octroyés au Congo. Ils le récupèrent sous forme de brut congolais dans le cas du contrat de partage de production. Et de ce qui resterait donc du consortium, je dirais, des sociétés qui accompagnent la Société nationale des pétroles du Congo, je crois qu'il y a du grain à moudre. Mais qu'est-ce qui justifie finalement la crise financière actuelle quand on sait que le Congo-Brazzaville a brassé dans l'entretemps beaucoup des milliards pour son pétrole et que la plupart des travaux de construction des infrastructures, nous le savons, ont été réalisés grâce aux prêts gagés? Où serait passé donc l'argent du pétrole congolais? Il est planqué. Cet argent est planqué parce que, vous avez su le dire, au même moment que de 2003 à 2015, je dirais, le Congo, le prix du baril était au summum, le pays en a tiré profit. La production était assez élevée. C'est vrai que le gisement de Moho-Nord est venu conforter cette production, mais elle tournait déjà autour de 360 000 barils, 350 000 par là. Et le Congo a engrangé une part importante, énormissime, dans le cadre des contrats de partage de production, ce qui lui a permis de négocier avec les traders, de trouver des traders qui pouvaient facilement lui vendre son pétrole sur la place internationale. Et au lieu d'utiliser cet argent et financer les infrastructures sur fonds propres, ils ont trouvé le moyen d'aller prendre des prêts ça et là parce que ils avaient une garantie financière. Et les prêts leur ont été facilement octroyés du fait qu'ils pouvaient les garantir. Malheureusement, plus tard, le prix du baril chute et ces prêts étant gagés sur le pétrole, il faut plusieurs barils pour rembourser ces crédits-là, ce qui fait que le Congo traîne une lourde dette aujourd'hui. J'imagine qu'avec $75 le baril, mais pourtant, vous l'avez rappelé tout à l'heure, jusqu'en 2015, le Congo a vendu son pétrole à un prix du baril très haut. On avait même atteint $100 le baril. Qu'est-ce qui peut justifier que bien avant cela, le Congo pouvait, dans son compte bien entendu, ne percevoir que 10 000 francs français? En ce temps-là, il est arrivé des moments où le Congo n'avait que 10 000 francs français, donc l'équivalent d'1 million de francs CFA pour le pétrole. Oui, ça, il faut remonter aux années 92 que cela est arrivé. Lorsque le président Lissouba a pris le pouvoir,
il existait encore ce qu'on appelle les contrats de concession. Dans le cas de ces contrats de concession, il est stipulé que la société ou les sociétés de pétrole qui viennent explorer et par la suite exploiter le pétrole dans le bassin sédimentaire congolais, une fois découvert donc le gisement, devait vendre la part qui revenait à l'État, c'est-à-dire 15%, représenté à l'époque par Hydro-Congo. Donc les 15% du Congo que gérait Hydro-Congo étaient donc vendus sur la place internationale par Total. Depuis la nuit des temps, depuis la découverte des premiers gisements de pétrole, notamment à la Pointe Indienne en 1957, jusqu'en 92, ce sont les contrats de concession qui existaient donc au Congo. Et dans ce cadre-là, il fallait trouver des cadres. Le Congo manquait des cadres pour vérifier les bilans de Total, d'Elf de l'époque, de Eni ou d'Agip de l'époque, qui devait donc payer l'impôt au titre de l'impôt société. Mais malheureusement, par des jeux assez complexes, des optimisations fiscales assez complexes, ces sociétés étaient toujours déficitaires. Voilà, le baril n'était pas, le prix du baril n'était pas bon, la production avait chuté et le facteur shrinkage, ça c'est un terme technique, aussi avait permis que la quantité d'huile qui était arrivée à bon port n'était pas la quantité de départ. Il y a aussi la décote et tout le reste. Tout ce tralala mélangé faisait que dans l'impôt société de ces sociétés-là, il y avait quasiment rien. Et l'État n'y trouvait pas son compte. Par contre, de Marie Ngouabi jusqu'à la conférence nationale, la société pétrolière, elle permettait au Congo d'avoir des facilités d'accès au crédit bancaire. On s'est retrouvé donc avec 3 000 milliards, je crois, de dettes, simplement parce que pour payer les fonctionnaires, pour le fonctionnement de l'État, pour faire les hôpitaux, ça et là, et autres, il avait des facilités d'accès donc au crédit bancaire. Et donc si j'ai bien compris, Monsieur Alphonse Maboussou, j'ai semblé comprendre que d'un côté, le géant pétrolier, en fait, la multinationale française, faisait croire aux gens qu'elle était déficitaire pour ne pratiquement rien reverser au Congo-Brazzaville, et de l'autre, elle permettait la facilité d'accès au crédit. N'est-ce pas là une vraie escroquerie pour maintenir le Congo en l'Est, comme on dirait? Dans un état d'asservissement, c'est-à-dire que les 15% qui revenaient au Congo étaient garantis. Maintenant, l'autre part, parce que dans le cas de l'activité pétrolière, il y a la douane, il y a les impôts et autres qui devaient prélever les taxes sur les équipements qui devaient arriver et autres. Dans le cas de l'exploitation, pas de l'exploration, parce que dans l'exploration, chacun essaie d'apporter du sien pour faire la recherche et trouver la pépite. Une fois que la pépite est trouvée, il faille donc se partager donc les revenus de cette pépite. Mais malheureusement, par des entourloupes assez complexes, il était impossible parce que Total, c'est une grande maison, Elf de l'époque, c'est une grande maison. Les gens savent faire de l'optimisation fiscale à ce niveau. Et malheureusement, le président Lissouba, lorsqu'il arrive, il n'a pas voulu, avec l'affaire Oxy, mais Total lui a fermé les vannes. Elf lui a fermé les vannes, ce qui fait que nous nous sommes retrouvés avec ce genre de chèque en fin de mois. Voilà. Et comment ça s'est passé? Parce que apparemment, c'est ce contrat de partage qui va tout chambouler, c'est-à-dire qui va coûter d'ailleurs le pouvoir de Pascal Lissouba. Effectivement, il faut saluer le courage de ce digne fils congolais qu'est Pascal Lissouba, parce que dans cette souffrance-là, il a créé ce qu'on appelle la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui était à 18% et qui l'est toujours, qui est un impôt direct sur la consommation. Auparavant, ça n'existait pas. Ça a donc permis de renflouer les caisses de l'État. Et avec cet impôt, il a commencé à apurer les dettes laissées par ses prédécesseurs, donc le fameux héritage dont on parle tant. Et l'assiette de la solde de la fonction publique avoisinait les 11 à 12 milliards de francs CFA. Par mois ou par année? Par mois, oui, tout à fait, par mois. A contrario, aujourd'hui, il est passé à 47 milliards. Il faut qu'on nous explique. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il n'y a pas eu recrutement massif de fonctionnaires, mais la solde des fonctionnaires est passée de 12 milliards à 47 milliards. Vous voyez, le gap, si quelqu'un pouvait expliquer aux Congolais ce que cela sous-entendait,
Ce serait une bonne chose parce que tout le monde au Congo n'est pas fonctionnaire. Attends, on va rester un moment là-dessus. Nous sommes à 12 milliards en quelle année et 47 milliards en quelle année? Jusqu'en 97. Jusqu'en 97. Oui. La masse salariale est voisine. De 12 milliards. En fait, il fallait financer l'effort de guerre. Il fallait financer, comment ça s'appelle? On voit aujourd'hui, lorsque les gens se déplacent, ils se déplacent avec des valises d'argent. Ben, cet argent vient bien de quelque part. Je peux aussi vous garantir que dans le budget de l'État, le Congo a atteint des pics de 4 000 milliards de CFA de budget. Et dans ce budget de l'État, 1 000 milliards étaient réservés. Ça ne concernait ni la caisse noire, ni les fonds de souveraineté. Mais c'était réservé. À qui? Allez-y, posez la question. Ceux qui élaboraient ce budget, ils le savent très bien. Ils peuvent expliquer aux Congolais, ils pourront expliquer aux Congolais demain ce qu'on en a fait. De ces 1 000 milliards qu'on mettait systématiquement de côté. N'est-ce pas les 14 000 milliards des générations futures? C'est des entourloupes, hein, voyez-vous, y compris ce gâteau qu'ils ont reçu. De toutes les façons, le président Lissouba était sur le point de créer ce qu'on appelle la Congolaise des pétroles. Et j'en sais quelque chose. Voilà. Donc, ils ont trouvé à sa table, hein, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, le projet de décret de création de la Congolaise de pétrole qu'ils ont transformé en Société nationale de pétrole du Congo, mais en oblitérant l'objet pour lequel cette société aurait dû exister. Voyez-vous? Parce que il eût fallu que, pour gérer le pétrole du Congo, que l'on forme des cadres, okay, qui accompagneraient cette activité-là. Or, qu'est-ce qui se passe de nos jours? Nous avons environ 50 gisements en production au Congo. Nous n'avons même pas 10 géologues à la SNPC. Là-bas, on y trouve plus de secrétaires, de comptables, de juristes, de directeurs que de géophysiciens, de géologues, de pétrophysiciens, d'ingénieurs et réservoirs. Vous pourrez aller vérifier. Ils ne me diront pas le contraire. Parce qu'ils n'ont pas été formés ou ils n'existent pas sur le marché de l'emploi? Parce que la politique qui a été appliquée est mauvaise. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle de oui, on va créer un institut de pétrole. Mais depuis 60 ans, on n'a jamais pensé à créer un institut de pétrole. Et ils n'ont pas été dérangés. Ils ont dérangé les êtres qui étaient au pouvoir en leur imposant des guerres et autres. Donc, ils n'avaient pas le temps d'organiser toutes ces choses-là. Eux, ils ont eu tout le temps et l'argent nécessaire à pouvoir organiser toutes ces choses. Vous voyez le cas du Sénégal, où ceux qui rentrent à l'Institut national des pétroles, là-bas, ont le niveau du master. Au Congo, l'école n'existe plus. On a décidé de détruire l'école. Donc, ceux qui arrivent au master, ils savent ni lire, ni écrire, encore moins s'exprimer en français. À forte raison en anglais, parce que dans ce domaine-là, il faut être bilingue, minimum. Donc, il faut refaire l'école et puis trouver l'opportunité de former les cadres. Il ne faut pas seulement envoyer les enfants d'eux. C'est ça le drame du Congo. Vous ne trouverez pas un Congolais ordinaire dans ce genre de société. Vous ne les trouverez pas. Vous trouverez systématiquement les fils d'eux à occuper des postes parce que on veut assurer la pérennité des noms de famille et autres dans certaines sociétés de la République. Alors que le Congo est un patrimoine commun, voyez-vous. Alors oui, on va chercher probablement à comprendre pourquoi on n'utilise que le fils d'eux, comme vous l'avez dit, la fille d'eux. Mais revenons un peu sur le contrat de partage. Qu'est-ce qu'il dit exactement et en quoi il avantage le Congo? Le contrat de partage de production stipule que le Congo est propriétaire de la ressource, ok, et les sociétés qui constituent le consortium dans un bloc sont les investisseurs qui viennent donc chercher et trouver les gisements qui sont donc piégés dans ces blocs-là, au sein de ces blocs, et exploiter ensemble donc ces ressources. En tant que tel, c'est comme un camembert qu'on divise en deux. Une partie de la poire ou du camembert va dans ce qu'on appelle le cost oil, le remboursement donc de l'investissement, oui. le remboursement, l'amortissement de remboursement de l'investissement, parce que cet investissement se rembourse sur une certaine durée. On peut dire, nous allons exploiter le gisement sur 40 ans, à hauteur de 20 ans, renouvelable une fois. Vous voyez? Donc, il peut arriver qu'au bout de 25 ans ou 30 ans de production, qu'on ait remboursé déjà la totalité de l'investissement. Vous voyez? Donc, au-delà donc de ces 20 ans ou 30 ans, on inverse la tendance de cette première partie
le Congo peut arriver jusqu'à 80% de ce qui serait resté. En ce moment-là, on parle déjà des champs marginaux et autres. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourra débattre par la suite. Et la deuxième partie donc du camembert, c'est ce qu'on appelle le profit oil, le profit que chacun tire donc de cette ressource. Tout à fait. Le profit que chacun tire de cette ressource. Et de ce profit, le Congo a 37% et les autres ont le reste, y compris la société nationale qu'est la SNPC aujourd'hui, qui a donc autour de 15%, parfois 12%, mais qui vient donc renflouer la part du Congo. Ce qui est très important dans ce cadre-là, c'est que chacun fait bon usage de sa part de production, donc du brut. Vous partez vendre, vous faites de ça ce que vous voulez, vous donnez à qui vous voulez, vous partez vendre là où vous voulez. Mais cette comptabilité est tenue par Total parce que c'est Total qui gère Ngeno, où se trouve stocké, donc entreposé donc tous ces flux de brut qui arrivent ça et là des différentes plateformes. Et donc, si j'ai bien compris, la part du Congo dans le contrat de partage est gérée par la SNPC. Tout à fait. Tout à fait. Mais pourtant, on parle des autres sociétés qui sont autour. Il y en a plein au Congo, qu'on pourrait citer comme ça, pêle-mêle. Effectivement. Qui sont derrière ces sociétés finalement, en dehors de la SNPC? Bon. Il y a Perenco, il y a... Tout à fait. Je vais en arriver. Je vais commencer par une première société. Je mets de côté Total, Eni, Chevron. Chevron ne fait pas d'activité au Congo, mais ils sont partenaires sur Nkosa, sur pas mal d'autres blocs. Et puis, ils se partagent avec le Congo la zone unitization, le bloc que nous partageons en commun avec l'Angola. Voilà, il y a une découverte qui a été faite là-bas du côté angolais, mais une partie se trouve au Congo. Donc, on a tiré une bande permettant donc à chacune des parties de trouver donc son compte là-dedans. Donc, il y a eu l'Angola, le Congo, Chevron, Total, qui sont donc, et d'autres petites sociétés qui sont actionnaires là-dedans. Donc, chacun tirant donc sa part de profit. Maintenant, je ne vais parler que des sociétés qui accompagnent en fait le gouvernement ou ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui dans la production pétrolière. La première d'elles est AOGC, African Oil and Gas Company, quelque chose comme ça, qui est détenue par la société de Monsieur Gokana Auguste. Monsieur Gokana est le conseiller aux hydrocarbures du chef de l'État. Il y a déjà conflit d'intérêt à ce niveau-là. Je ne sais pas si sous d'autres cieux cela puisse être possible. Vous êtes conseiller du président de la République et vous êtes président du conseil d'administration d'une société pétrolière donc vous êtes à la fois gendarme vous représentez donc l'État. En dehors de AOGC, il est aussi président du conseil d'administration de la société SNPC, donc la société nationale. Il est PCA de la SNPC, il est PCA de AOGC et donc AOGC opère sur les blocs ex-Marine 6, sur les blocs ex-Marine 7, sur le bloc Pointe-Noire Grand Fond Sud, sur le bloc PEX et sur les blocs Marine 11. Personne ne peut me dire le contraire, ça c'est du réel. Okay. La société Afrique dans la distribution, lui est sienne. Il a aussi la société Phoenix, qui est une filiale de sa société AOGC spécialisée dans le transport des produits pétroliers, fini, et le GPL qui est assuré, qui assure donc la gestion du gaz. J'en oublie certainement. Mais la répartition du capital de AOGC, là-dedans, vous avez un certain Da Silva JC qui aurait 37%, l'IPICA Medi qui aurait 30,99%, et Bunga Beka qui aurait 18%, Monsieur Okumu M qui aurait 14%, Monsieur Ngangia, tout cela sont des Congolais. Bon, Monsieur Da Silva, il n'y a pas de Congolais qui s'appelle Da Silva, je n'en sais rien. Et Monsieur Ngangia qui aurait 0,01. Est-ce que vous les voyez sur la place du Congo visiblement comme étant des investisseurs congolais? Moi, ça, je ne sais pas. Peut-être que les Congolais peuvent en témoigner. Ensuite, vous avez la société Prest Oil Kwilu qui exerce sur le bloc ex-Marine 7. Vous avez la société Petro Kwilu sur le bloc ex-Marine 7 aussi. Vous avez la société Orion Oil qui appartient à Monsieur Lucien Ebata qui est sur le permis Kwilu
et sur MKB Mengo Kunji Bindi. Okay? Vous avez la société Continent de M. Yaya Moussa, le représentant du Fonds monétaire international du Congo, qui a permis l'annulation de la dette du Congo. L'annulation de la dette du Congo. À l'époque, avec la contribution de, comment il s'appelle, de M. Strauss-Kahn Dominique. Voyez-vous, c'est eux. Vous voyez comment le Congo, le pétrole du Congo. Monsieur Alphonse Baboussou, j'ai semblé, si j'ai bien entendu, Yaya Moussa, l'expert du Fonds monétaire international, a une société de pétrole au Congo-Brazzaville. Qui s'appelle Continent. Celui-là même qui a permis l'annulation de la dette du Congo. Tout à fait. Ça s'appelle Continent avec K. OK? Continent avec K. Et ils exercent sur le permis ex-Madingo et, si j'ai bonne souvenance, le programme PNGF Sud, EPEX. PNGF, c'est Pointe-Noire Grand Fond. Voilà. Donc, Yaya Moussa n'est pas seul. Il est couplé avec M. José Viega, qui est en tôle aujourd'hui, en prison au Portugal. OK? Vous avez certainement appris l'affaire de la société Asferbras, qui a fait des forages de puits au Congo là-bas. Hein? Des forages de puits qui fantômes, je dirais, parce qu'il y en a qui n'existent quasiment plus, qui ont été surfacturés, et on a fait la rétrocession des commissions aux uns et aux autres. On a parlé d'un appartement qui a été acheté à 7 millions de dollars à la tour, à la tour Trump Tower, à Trump Tower à New York. Et puis, Monsieur Ondongo, qui a des biens importants au Portugal à ce sujet. Hein? Monsieur Kiki, quand vous dites Monsieur Ondongo, il s'agit de quel Ondongo? Gilbert Ondongo, le ministre, qui était ministre, qui est devenu aussi ministre d'État, qui n'est pas au gouvernement, mais qui a rendu ministre d'État dans une espèce de décret qu'on a sorti comme ça. Voilà. On gère le Congo entre amis, quoi. Et vous avez bien d'autres sociétés. Oui, il y a Petro-Congo. Vous avez la société Petro-Congo sur le permis PNGF Sud. Ils se sont tous engloutis dans PNGF Sud, qu'ils gèrent concomitamment avec Perenco. On va en revenir. Vous avez la société, ils sont sur, donc, Petro-Congo est sur le PNGF Sud, sur PEX, et puis AOGCMM, actionnaire de Petro-Congo à hauteur de 33,50%. OK? Vous avez la société EMLA, HEMLA, OK? Qui exerce aussi sur le permis PNGF Sud, toujours, et PEX. Et vous avez la société Petroleum, qui semble être la société du grand frère. Hein? Le grand frère de Denis Sassou Nguesso. Maurice, oui. Lui aussi a une société de pétrole. Vous avez entendu Petroleum sur le permis PEX. Vous avez aussi la société Ifouret, hein, qui est sur le permis PEX. Ifouret étant aussi, comment dirais-je, affiliée. Hein. Toutes ces sociétés sont des sociétés, je dirais, qui accompagnent en fait le pouvoir dans la gestion du pétrole. Donc, toutes ces sociétés réunies engrangent autour de 80 000 barils jour, des 350 à 360 000 de pétrole que produit le Congo au quotidien. Vous pourrez ajouter à cela la société Pepa Oil, Pepa de Willy Etoka, OK, qui pour le moment ne se trouve que dans la partie exploration parce que ça fait rire parce que et nous apprenons il y a quelques années, attendez, Monsieur Abbas et Monsieur Loïc Lefoc-Prigent avaient une société qu'ils ont appelée Pilatus. Ils ont foré au nord du Congo, ils ont fait une campagne sismique au nord du Congo. Et de cette campagne sismique, il a été mis en évidence certainement la présence des hydrocarbures. La société Pepa Oil est allée forer. Dans quelles règles d'art, je n'en sais rien, mais ils ont annoncé avec pompe la découverte d'un gisement. Sans même forer, ils disaient qu'il était de bonne qualité, dont le pétrole l'huile était de bonne qualité. L'huile, c'est le pétrole. Mais vous ne forez pas, vous n'avez jamais testé le pétrole qu'il y a au sous-sol. Comment pouvez-vous déjà conclure que c'est du pétrole de bonne qualité? Ils ont estimé les réserves à près de 900 000 barils jour qu'ils devaient produire. Vous parlez là du delta de la cuvette, c'est cela? Oui, le delta de la cuvette, tout à fait, parce que il y a des permis qui ont été attribués à ce niveau-là aussi, dont le permis Ngoki, mais ça s'est révélé comme un fiasco. Ça s'est révélé comme étant un fiasco et on n'en parle plus aujourd'hui. On n'en parle plus. On parle des tourbières, il faut protéger les tourbières. Est-ce que c'était un chantage ou quoi? Je n'en sais rien, mais eux seuls savent pourquoi ils se sont enlisés dans une telle bêtise. Voilà.
Mais en tout cas, au niveau de la presse internationale, hein, les choses ont été bien dites. Ça a été une escroquerie. Et les Tout à fait. journalistes ne s'en sont pas d'ailleurs réservés les termes. Hein. Ils ont Tout parlé à de fait. l'escroquerie pure et simple. Mais nous apprenons également que dans toujours l'exploitation pétrolière au Congo, l'épouse du président, Antoinette Sassou Nguesso, serait également propriétaire d'une société Oui, d'exploitation de mais pétrole. dans les sociétés que je viens de vous notifier là, il y a sa société à l'intérieur. Mais vous allez sur le net, vous ne verrez pas suffisamment d'informations les concernant. C'est des sociétés qui n'existent que au Congo, qui n'ont pour auréole qu'au Congo, à l'international, on les connaît même pas. D'ailleurs, je vous dirais une chose. Lorsque le permis programme Pointe-Noire Grand Fond est arrivé à expiration, après 30 années de production, il fallait s'asseoir à la table de négociation donc, entre le gouvernement congolais et Total pour définir les nouveaux termes de partenariat dans le cadre de l'exploitation des champs marginaux qui se trouvaient donc dans ce permis-là. On a apporté à la table de négociation à Total toutes ces sociétés dont je venais de vous faire état, AOGC, Petro-Congo, EMLA, etc. Il y a eu comme une fin de non-recevoir de la part de Total qui a dit que nous sommes cotés en bourse aux États-Unis parce que nous utilisons le dollar comme monnaie de change dans le cadre des échanges internationaux. Nous ne pouvons pas accepter des conflits d'intérêts dans ce genre de situation parce que il y a un acte que les Américains, les États-Unis, le gouvernement américain a pris, ce qu'ils appellent les FCPA, Foreign Company Protocol Act, qui stipule que toute société cotée en bourse, américaine ou non, qui utilise le dollar sur le marché international est tenu de ne pas rentrer dans ce qu'on appelle la corruption, voilà, avec les gouvernants. Donc Total a dit, on est obligé de vous abandonner sur ce bloc-là. Voilà, donc Total s'est lavé les mains et Perenco, qui sont les transfuges de Total, donc les anciens de Total, ont donc pris ce champ qu'ils exploitent aujourd'hui avec tout ce cortège de sociétés-là. Ils ont créé, entre-temps, entre la SNPC et Perenco, une société qu'ils ont appelée Congo-REP, Congo oui. Et REP étant l'anagramme de père, donc Perenco, et ils exploitent ensemble donc tout ce qui est PNGF, dans PNGF. Dans PNGF, je crois qu'il y a Likwala, il y a Tchendo, il y a ainsi de suite comme gisement, bon. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils font eux. Et ils utilisent les facilités de Perenco pour faire des transactions internationales. Par exemple, vous avez besoin d'argent. Ah, Perenco, lui, il a la cote au niveau international. On peut utiliser Perenco pour faire arriver l'argent au Congo. Parce que si on met ça sur le circuit international, Odjedj va capturer parce qu'il a mis des alertes sur SWIFT. Voilà. Tout l'argent qui passe sur le circuit normal international est capturé par Odjedj. Comment il a fait pour que le Congo lui doive de l'argent? Personne ne sait, voyez-vous. Donc, c'est assez complexe. En plus, je vais préciser une chose. Les comptes de la SNPC sont certifiés par un commissaire aux comptes qui est du cabinet Ernst & Young, qui serait M. Hassan Didas Osibi, concomitamment avec M. Mathieu Essango, qui est le commissaire national aux comptes, rattaché à la présidence de la République. Les choses se font comme le week-end au village, en fait. Voyez-vous, on ne peut pas gérer la République comme ça. Alors, tout compte fait, je semble comprendre, hein, peut-être que je me trompe, mais je semble comprendre que finalement, le pétrole dit congolais, c'est plutôt le pétrole du clan Sassou Nguesso. Vous le dites si bien. Tout ce que les Kwilois, c'est-à-dire les gens du Kwilu ou les Congolais ont en héritage, je vous dirais, c'est la dénomination des champs pétroliers en non-vili, Likwala, Tibuela, Tiendo, Likalala, Lideka, Lidongo, j'en passe. Voyez-vous? Même la plateforme de production de Moho Bilondo, de stockage du brut de Moho Bilondo, a été baptisée Alima. L'Alima se jette dans la mer, même pas le Kwilu, ou encore moins le Niari qui rejoint le Kwilu pour faciliter le dépôt des sédiments dans la mer. Vous voyez pas que tout ça, c'est de l'ironie? C'est un clan qui a pris possession du Congo, qui s'y est assis
Et les autres observent. C'est une forme de colonisation finalement que les Congolais vivent. Mais est-ce que je voudrais comprendre comment fonctionnent finalement ces sociétés telles que vous êtes en train d'expliquer, parce que jusqu'à aujourd'hui, le commun des Congolais se disent, ben c'est Total qui tire bénéfice du pétrole congolais, et c'est Total qui exploite le pétrole congolais à la rigueur un peu Eni, et puis mais là on vient découvrir avec vous qu'il y a finalement une kyrielle des sociétés créées par les Nguesso, il faut le dire, et compagnie, qui finalement se font mais vraiment du beurre au nom des Congolais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionnent ces sociétés? D'accord. Avant d'en arriver là, je veux juste... nous avons 50 gisements environ qu'on exploite au Congo. Nous avons des grands noms qui ont géré des gisements du côté de Total, du côté d'Eni. Ces gens-là pouvaient être à la tête des grandes sociétés privées nationales pour accompagner le pouvoir, n'importe quel pouvoir qui viendrait, parce qu'ils seraient, ils y apporteraient de la matière. Je peux citer pêle-mêle Dieudonné Ganga, Alain Boupoutou, Jean-Baptiste Pouty, Mampassi Kimpe, lui Roger Chinyanga, Gaston Obondoko. Ils sont nombreux. Par contre, et toutes ces compétences sont parties où? Il y en a qui sont retraités, qu'on aurait pu, puisqu'il y en a plein de retraités qui fonctionnent, qu'on utilise. Pourquoi pas ceux-là? Ceux-là, au moins, ont fait des preuves sur le terrain. Il y a lieu de se poser la question suivante. Pourquoi ne pas faire confiance à l'ensemble des Congolais pour permettre l'éclosion du tissu national vers un plein développement, au lieu de favoriser seulement une certaine caste? Au niveau des mines, cela se répète. Et donc, si j'ai bien compris, le caste dont vous parlez profite un peu de ce contrat de partage que Pascal Lissouba a eu le courage de négocier, ce qui lui avait d'ailleurs permis de payer les dettes, vous l'avez rappelé, etc. Mais je voulais qu'on revienne encore sur ce partage de production. Oui. Finalement, beaucoup de Congolais ne comprennent pas que tout l'argent qu'on engrange, notamment au niveau du pétrole, tout l'argent que le clan Denis Sassou Nguesso est en train de planquer dans les paradis fiscaux, c'est grâce à ce contrat de partage que quelqu'un avait pris un courage et ce qui lui a coûté d'ailleurs, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, le pouvoir. Et même la vie, parce que comment est-il mort, le pauvre? Donc, c'est compliqué, mais bon. Alors, Monsieur Maboussou, c'est vrai que nous avons parlé du contrat de partage que Pascal Lissouba a réussi à faire signer, d'abord. Et aujourd'hui, nous déplorons que finalement tout l'argent du pétrole s'évapore comme ça dans les paradis fiscaux. Mais il y a un reproche que l'on fait également à Pascal Lissouba d'avoir évidemment pris l'argent chez Oxy et que cet argent, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé après. Ben, plus personne n'a compris où est passé l'argent. Effectivement, on peut aborder ce sujet avec beaucoup de délicatesse parce que lorsqu'on découvre le gisement de Nkossa, après évaluation, il s'est révélé que les réserves étaient estimées à plus ou moins 50 000 milliards de dollars sur 50 ans. Le Congo ne disposant pas de cadre pour suivre cette activité, le président s'est permis de se rapprocher d'Oxy pour avoir un conseiller à ses côtés pour mieux valoriser le pétrole qui devrait revenir donc à l'État congolais dans le cadre des contrats de partage de production. Elf, à l'époque, a été surpris donc, de ce montage et ce deal a valu donc le paiement de 250 millions de dollars. Et c'est avec ces 250 millions de dollars que nous avons apuré toutes les dettes que nous avions. Les dettes, c'est-à-dire quoi exactement? Écoute, tout ce que nous avions reçu comme actifs des pouvoirs précédents et aussi après avoir, tenant compte aussi des 18% que nous avions instaurés au niveau de la TVA, notamment cet impôt direct qui était prélevé sur la consommation, ça nous a permis effectivement de résorber plus ou moins les engagements qui étaient les nôtres, sachant qu'il avait pris aussi une décision courageuse de réduire le salaire des fonctionnaires, parce que autant assurer le paiement de la somme des fonctionnaires avec très régulièrement que d'attendre 2, 3, 4 mois, parce que même le Premier ministre Milongo commençait déjà à avoir des problèmes lors de la transition à ce niveau.
vous rappelez que vous aviez parlé de 10 000 francs CFA ou 10 000 dollars. 10 000 francs français, oui, oui. Francs français que nous avions reçus au titre de la redevance qui revenait au Congo. Voyez-vous? Donc, allions-nous faire face aux obligations de l'État avec une telle somme? Je ne pense pas. Voilà. Maintenant, Elf se rendant compte qu'il était impossible d'avoir deux coqs dans la même basse-cour, ils ont très vite remboursé l'argent qui avait été dû à Oxy. Et Chirac est venu en villégiature au Congo. Le président Lissouba croyait qu'il avait trouvé en lui un ami, alors qu'il commençait à l'appeler Jacques. Mais c'était vraiment pas son ami, malheureusement. Il n'était pas dans la même galaxie, en fait. Alors là, on se rend compte que finalement, on pouvait avoir beaucoup d'argent avec le pétrole congolais. Pourtant, avant, comme vous l'avez rappelé, et je l'avais déjà dit, le Congo pouvait sortir avec 1 million de francs CFA. Est-ce que cela était dû le fait que le Congo, parce que c'est ce qu'on a dû entendre aussi, que le Congo n'avait pas la possibilité de surveiller ou de savoir quelle était réellement la quantité du pétrole qu'en ce temps-là, Elf exploitait? Tout à fait. On n'avait aucun élément d'appréciation à ce sujet. Nous n'avions pas de cadre, nous n'avions rien du tout. Et l'Hydro-Congo que nous avions hérité était composé des piètres, hein, malheureusement, permettez-moi de le dire. D'une certaine époque qui n'avait pas subi de recyclage et puis qui n'était pas en mesure de suivre l'activité, qui s'occupait du peu qui leur arrivait entre les mains, c'est-à-dire les 15% de la part d'Hydro-Congo qui était reversée par Elf. Voilà. Malheureusement, du point de vue de la redevance, je l'ai expliqué par des entourloupes, il était impossible parce que Total effectuait de l'optimisation fiscale parce qu'ils ont des comptables chevronnés à leur niveau qui permettaient donc de faire de présenter au Congo à minima un bilan quasiment déficitaire. Donc, dans le cas de l'impôt sur les sociétés, l'État ne peut pas trouver son compte non plus. Donc pendant pratiquement 20 ans, les choses ont fonctionné comme ça, de 1979 depuis Massamba-Déba. Depuis Ngouabi, 1972. Okay? Le litige CFA avec Total, nous avons de très bons termes avec cette société avec qui nous avons de très bons rapports. Et nous continuerons à avoir ces très bons rapports avec eux parce qu'il y a un effort qui est effectué au niveau de l'exploration, même si au niveau de la production, c'est le gisement qui est découvert, qui est hypothéqué. Mais ce gisement n'est hypothéqué que par la grâce de Total qui a une certaine assise sur la place internationale. Le Congo n'a pas d'assise pour aller négocier auprès des banques internationales un prêt pour exploiter un gisement. Voyez-vous? Autrement, le Congo le ferait. Ok, tout à l'heure, on va revenir sur les entreprises, sinon sociétés pétrolières, que vous nous avez parlé d'ailleurs, mais qui en réalité ne sont que d'un environnement, d'un cercle mafieux, pour comprendre si parmi ces sociétés, est-ce qu'elles sont toutes d'ailleurs des sociétés d'exploitation ou d'exploration, est-ce que c'est un mélange, mais bref, je voulais d'abord revenir sur le coût du baril actuellement. On s'est passé à 75, sinon bientôt, peut-être 76 dollars US le baril. Je voulais comprendre, est-ce que c'est tout type de pétrole qui est passé à 75 dollars le baril? Et qu'en est-il du pétrole congolais? Oui, sur la place internationale, on fait référence généralement au Brent, ok, en mer du Nord. Voilà. C'est donc la référence est à ce sujet. Et le Nkosa Blend, okay, qui est un type de pétrole que nous produisons au Congo, c'est celui-là qui s'affilie au Brent, voilà, effectivement, sur la place internationale. Maintenant, le reste, comme le propane GPR ou le butane GPR ou le Ngeno, ou d'autres encore, le fuel, parce que nous avons plusieurs types de production d'hydrocarbures chez nous, ceux-là ont une cote un peu moindre par rapport aux autres, mais bon, ça ne peut pas influencer pour autant la production globale. Ça peut avoisiner les 75, les 70 ou les 60 prises dans la globalité, mais ça constitue toujours une manne. Parlons de ces sociétés, il y en a quand même une dizaine que vous nous avez citées. Alors, voilà, je
poser la question de savoir quelles sont toutes les sociétés d'exploration ou d'exploitation, et puis à ce niveau, vous nous donnerez aussi, vous pourrez nous faire cette nuance entre société d'exploitation et société d'exploration. Est-ce qu'elles sont d'abord toutes les sociétés d'exploration ou d'exploitation, ou alors c'est un mélange, et vous nous direz donc la différence entre l'exploration et l'exploitation. La difficulté dans notre pays, c'est que généralement, quand un consortium de sociétés arrive pour solliciter un bloc d'exploration, parce que le risque est élevé, okay, entre le temps où on commence la recherche et le moment où on découvre l'hydrocarbure, le produit, oui. Ouais, ça peut durer 7 ans. Vous voyez? Et il faut avoir une certaine cote sur la place internationale pour aller solliciter des prêts, ok, oui, garantissant donc l'investissement. Voilà pourquoi vous verrez que Eni et Total et Chevron sont souvent seuls. Mais quand il y a découverte, même le Congo en tant que pays ne contribue quasiment pas à l'effort de l'exploration. La Société nationale des pétroles du Congo ne contribue pas. Ce qui fait que quand il y a découverte, vous divisez la poire donc en deux, vous avez l'effort de guerre qui est remboursé par le cost oil et l'autre partie de la poire qui constitue donc le profit oil qu'on se partage avec les différentes sociétés. Donc, les sociétés pétrolières qui investissent suffisamment d'argent ont le droit, effectivement, d'avoir un retour d'investissement. Voilà pourquoi le cost oil, il est assez élevé. Mais à la fin de l'amortissement du cost oil, il y a un renversement de la tendance où le Congo peut se retrouver avec 70 ou 80% et les autres sociétés pétrolières à minima. Mais en ce moment-là, on parle déjà des champs marginaux parce que ces gisements auront suffisamment produit. Maintenant, il y a parfois, il m'arrive de parler de champs, je parle de gisement, c'est la même chose. Un champ pétrolier égale à un gisement. Maintenant, un gisement est constitué de plusieurs puits à l'intérieur du gisement. Mais alors, qu'en est-il donc du secteur des services pétroliers? Voilà, comment fonctionnent ces services? L'activité pétrolière est organisée à 5 niveaux. Au premier niveau, vous avez les sociétés pétrolières. Au deuxième niveau, vous avez les premières sociétés de services, okay, où on classerait les Schlumberger parce qu'ils ont la technologie et cette technologie est cotée en bourse. Voilà. Que personne d'autre ne peut traficoter et autres. Donc, pour être à ce niveau-là, il faut que vous soyez à parts égales, ce qui est quasiment impossible. Vous avez au troisième niveau les sociétés de services qui viennent donc prêter des services. Voilà. Du genre Friedlander, Precioso, Saipem, Ponticelli, j'en oublie. Est-ce que c'est ce qu'on appelle couramment les sous-traitants? Les sous-traitants, tout à fait, de pétrole qu'on appelle couramment au Congo, et Dietsman, par exemple. Mais à ce niveau-là, aujourd'hui, on peut trouver des Congolais qui peuvent s'organiser dans le cadre de la congolisation de l'activité pétrolière et leur permettre d'assurer ces services. Ce n'est pas le cas, alors? C'est pas le cas du tout, c'est pas du tout le cas. Parce que la convention... tient donc le secteur? C'est soit des expatriés qui viennent prendre la nationalité au Congo et qui rapatrient des capitaux, soit des sociétés étrangères. Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite là-dedans? Vous avez dit des expatriés qui viennent prendre... Un blanc qui arrive au Congo, qui prend la nationalité. Qui devient congolais? Oui, qui devient congolais, il crée sa société congolaise. Mais, entre-temps, les capitaux vont ailleurs. Or, si on peut permettre aux Congolais de souche, je ne suis pas xénophobe, mais il faut, pour que le Congo arrive à se développer, il faut qu'on en arrive là. Il faut traverser le Rubicon. Voyez-vous? Donc, il faut permettre à des Congolais, ouvrir le marché aux Congolais, aux citoyens congolais. Total, dans le cadre des arrêts de ces activités de plateformes, par exemple, il décide par exemple d'arrêter le fonctionnement des plateformes et il faut assurer la maintenance de la plateforme. Donc, on fait la soudure, on fait la peinture, on fait plein de choses. Les Congolais sont en mesure de faire ça. Doit-on systématiquement passer par une société de blanc au-dessus, qui signe avec la société mère Total, donc
un contrat juteux et qui, à contrario, signe avec les Congolais qu'ils sous-traitent, comme dans le cadre de la mise à disposition du personnel, des salaires à moindre coût. Parce que c'est pas normal. Je vais vous donner en exemple quelque chose que nous avons réalisé sur la plateforme Likouf de Monor. Les travaux de finition de cette plateforme n'étaient pas arrivés à terme et il y avait des tensions de trésorerie. Il fallait donc laisser couler cette plateforme depuis Ulsan en Corée du Sud jusqu'à Pointe-Noire. La plateforme est arrivée au site, on a fait le hook-up, donc on l'a fixé à son lieu d'arrimage et il fallait donc terminer les travaux. Les Coréens sont venus avec une moitié du personnel et une autre moitié du personnel a été fournie par les Congolais. Et qui a gagné ce marché? C'est Intérim 2000 de Ndouna François et dont j'étais le directeur général. Donc, j'ai managé ce projet et nous l'avons gagné dans le cadre du marketing qui a été fait à très haut niveau entre Total, Hyundai et les différentes sociétés. Les dignitaires du pouvoir n'ont vu que du feu, voyez-vous? Donc, nous avons réalisé ce travail avec dextérité, avec professionnalisme et avec délice, sans heurts, sans accident. Nous avons même eu la reconnaissance de Total qui a rédigé, qui a écrit, qui a signé recognition du travail accompli. Ça veut dire qu'on peut compter sur les Congolais. Comme quoi, il y a des Congolais qui sont bien formés en la matière. Tout à fait. Il suffit de leur faire confiance, de leur donner la chance. Dans ce Congo-là, où chacun de nous veut se reconnaître, le CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo, ne sera pas un Congo du Nord, un parti du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. C'est l'ensemble des Congolais pris dans leur globalité. Parce que nul n'a le monopole de la connaissance. Nous avons besoin de toutes les synergies pour aller vers un devenir commun. Okay? Laisser aux enfants quelque chose de palpable, de bien, pour que le Congo puisse assurer sa pérennité. Et non le traficotage, la sécurité d'État et autres, tout le monde est filé. Est-ce qu'on peut évoluer dans un État comme celui-là? Voyez-vous? On ne peut pas évoluer parce que les intelligences sont comme emprisonnées. Sont poussées à l'extérieur, en fait. Voilà. Poussées à l'extérieur, laisser le pays au gouvernement, vous n'avez pas droit à la parole et autres. Mais on est tous des mortels. Une fois qu'ils seront partis, ils laisseront le Congo à qui? À leurs enfants, peut-être, qui assureront la continuité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez à la SNPC, vous trouverez les Okiorina, vous trouverez les Ngakala, vous trouverez les Sassou, vous trouverez qu'il y a les Mwamba, vous trouverez qui d'autre encore. Donc, ceux qui ont la chance d'accéder au pouvoir, c'est ceux-là qui laissent leurs enfants. Quel est ce Congo-là? On a parlé de la création d'instituts polytechniques de pétrole. Mais qui aura la chance d'aller là-bas? C'est que les enfants des dignitaires. Parce qu'ils ont détruit l'école. Ils ont détruit l'école. Les enfants, ceux qui arrivent à la maîtrise au Congo ne savent ni lire ni écrire. Encore moins parler. Voyez-vous? Or, pour être à ce niveau-là, il faut parler au moins 2 ou 3 langues. Vous voyez toute la problématique du Congo? Mais est-ce que vous pensez que dans cette nébuleuse, il n'y a pas des Congolais sur qui on peut encore compter aujourd'hui? Est-ce que tout le monde s'est mouillé la barbe dans cette mafia, entre guillemets? Je pourrais dire que Congo, les traders sont pignons sur rue. Je vous présenterai le cas d'une société qu'on appelle Filia, une entreprise de négoce créée en 2012 à Genève, en Suisse. Comment peut-elle, cette entreprise, subitement devenir un géant d'exploration-production au Congo uniquement et nulle part ailleurs dans le monde et vouloir avoir des participations sur Marine 13? C'est quoi Marine 13 quand vous dites ça? Marine 13, c'est un bloc pétrolier, c'est-à-dire un bloc où vous trouvez une consortium de sociétés pour explorer et ou exploiter les hydrocarbures qu'on y a trouvés. Voilà. Donc, cette société Filia vient donc solliciter des participations dans ce bloc qu'on appelle Marine 13. Je ne saurais me dérober d'un devoir, notamment celui de féliciter le professionnalisme de Madame Teresa Goma, directrice générale des hydrocarbures, qui les a mis hors jeu, malgré l'insistance de sa hiérarchie, je dirais, depuis qui les a mis hors jeu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Cette société ne respectait pas les normes lui permettant d'accéder à
d'être considérée comme une société d'exploration-production. Donc, Madame Teresa Goma a dit, il n'y a aucun critère sur lequel je peux fonder euh, euh, l'accession, de cette société-là au même niveau que Total, Eni et autres. Donc, je ne peux pas accepter qu'il s'intègre le permis. Voilà. Donc, cette société a été donc déboutée. Il y a un autre cas que je peux présenter concernant cette dame. Il s'agit de la société Winghua, qui est une société chinoise. Cette société chinoise qui exerce donc à terre, un gisement qui a été découvert à terre dans le Mayon, voilà, qui utilise des méthodes peu orthodoxes, des méthodes de travail peu orthodoxes, ne respectant pas les normes environnementales qu'exige l'industrie. Vous avez une base vie où ils logent et leur personnel et les Congolais en état d'insalubrité, les Congolais sont maltraités et autres. Cette dame a rappelé à l'ordre cette société-là pour qu'elle revoie ses normes de travail. Ça, c'est à féliciter. C'est de ce Congo-là dont on a besoin pour avancer. Voyez-vous? Donc, je parlais donc de la société Winghua. Comment Winghua a fait pour découvrir le gisement de Banga Kayo? En fait, c'est la société BGP, qui est une société chinoise, qui fait la campagne sismique, donc l'échographie du sous-sol, du côté angolais, à Cabina Norte, qui va donc découvrir qu'il y avait un gisement du côté congolais. Et comme c'était fait par des Chinois, ils ont donc ça fuitait donc du côté de la Chine et est arrivé un temps plus tard la société Winghua parce qu'il y avait un intermédiaire. Et finalement, c'est Winghua qui est arrivé et qui a commencé à exploiter donc ce gisement, qui va débiter à tout casser, je crois que c'est 70 000 barils, quelque chose comme ça, si je ne me trompe. Oui, entre 50 000 et 70 000 barils jour. C'est comme pour dire que le Congo est inexploré. Les bassins sédimentaires congolais sont inexplorés. Il y a lieu de pousser de nouveaux thèmes pour que nous arrivions effectivement à tirer le maximum dans la production des hydrocarbures au Congo. On peut parler de la SNPC à ce sujet. La société chinoise dont vous faites état, n'est-ce pas, celle qui avait été visitée entre-temps par le ministre des Hydrocarbures, qui avait pourtant promis que personne ne serait viré de cette entreprise, mais curieusement après, on a entendu que les jeunes Congolais ont été virés en masse et finalement l'État congolais n'a plus rien fait. Qu'est-ce qui justifie cette impuissance de l'État congolais face à ce genre d'entreprise? C'est la superpuissance chinoise. Voyez-vous, un État dans un État. Et les différents montages qui existent entre je dirais pas le gouvernement chinois, mais plutôt les mafieux chinois et ceux qui dirigent notre pays aujourd'hui. Donc, vous voyez, certainement qu'il y a des non-dits. Aujourd'hui, celui qui était ministre des hydrocarbures ne l'est plus. Vous et moi, nous n'en savons pas. Mais eux, ils savent pourquoi il n'est plus ministre des hydrocarbures. Mais quoi qu'on lui ait changé de portefeuille, mais il y a quand même anguille sous roche. Peut-être à cause du problème de Ngeno avec Total, il se pourrait que ce soit pour d'autres raisons, je n'en sais rien, mais je ne voudrais pas rentrer dans ces... Oui, monsieur Alphonse Maboussou, vous avez dit ce sont les sociétés mafieuses, c'est-à-dire on ne comprend plus rien. Ce n'est pas l'État chinois lui-même qui négocie, ou les sociétés reconnues par l'État chinois qui négocient avec le Congo. Vous avez dit les sociétés mafieuses, c'est-à-dire on ne comprend rien du tout. On ne va pas faire un imbroglio entre l'État chinois et les sociétés qui exercent en Chine ou les sociétés chinoises. Il n'est pas dit que Winghua, c'est forcément un État qui existe en Chine. Hein. Ça peut être des Chinois qui sont arrivés et ont créé une société qu'on appelle Winghua au Congo. Voilà, donc une société de droit congolais, mais gérée par les Chinois. Venons-en donc
à la SNPC. C'est vrai que vous avez déjà fait mention de cela. Vous nous avez parlé des entreprises qui ont été créées autour, bien sûr, du secteur pétrolier, tout en nous expliquant comment la nébuleuse fonctionne à ce niveau. Mais parlons de la SNPC, parce que finalement, on n'a jamais compris exactement c'est quoi cette société. À qui appartient-elle exactement? À l'État congolais, aux particuliers? Est-ce que c'est une société mixte? C'est quoi la SNPC? La Société nationale des pétroles du Congo a reçu mandat du gouvernement congolais, donc de l'État congolais, de le représenter dans l'activité dans le secteur pétrolier. Voilà. Donc, il est le représentant légitime du pouvoir de l'État congolais auprès de Total, Eni et autres pour gérer les bassins sédimentaires congolais. Donc, les bras d'espace pouvant contenir des hydrocarbures. Cette société devait avoir pour deux rôles, notamment le rôle de gendarme pour surveiller, pour promouvoir l'activité pétrolière, mettre à la disposition des sociétés donc, qui arriveraient des espaces qu'on appelle des blocs pétroliers, pour qu'ils y fassent leurs activités d'exploration et ou d'exploitation. Et puis, d'autre part, récupérer, elle-même aussi jouerait le rôle donc de société pétrolière. Donc, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'assurer donc le rôle de gendarme. Et le deuxième niveau, c'est de faire au même titre que Total et Eni et les autres, Chevron, l'activité d'exploration et de production, donc chercher le pétrole et le produire. Il se passe que, depuis que la société-là existe, je ne sais pas s'ils ont déjà découvert un gisement, je n'en sais rien, mais je ne pense pas. Mais ils récupèrent systématiquement ce qu'on appelle les champs marginaux et ils ont 15% dans quasiment chaque permis de partage de production qui existe. Parce qu'il est établi que le Congo, au travers de sa société nationale, doit disposer de 15% de part dans les différents permis. Voilà. Donc, la SNPC, ayant donc ces 15%, siège donc au conseil d'administration de ce consortium de sociétés qui gère donc le bloc. Le bloc, c'est donc cet espace qui est alloué à un ensemble de sociétés pour explorer ou exploiter. Donc, mais cette société a des filiales que sont la raffinerie, que sont Elogs, que sont SLog, que sont la SPF. Je vais ouvrir une petite brèche sur la SPF, qui est la Société de forage pétrolier, qui est une société qui devait donc forer tous les puits appartenant à la SNPC et ses associés. Et à ce titre, il y a une plateforme qu'ils avaient achetée de forage qui est restée 3 ans inactive, 3 ans inactive, sans être utilisée. Et tout le personnel et les consultants qu'ils ont recrutés ça et là pour l'exploitation donc de cette plateforme de forage ont été payés pendant les 36 mois d'errance par l'État-providence. L'une des explications données de la pauvreté, de la misère des Congolais serait que le pétrole congolais s'évapore dans les paradis fiscaux avec la création d'une myriade des sociétés offshore par le clan Sassou Nguesso. Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. C'est une sorte de nébuleuse. Au centre, vous avez donc le point de départ, c'est le président de la République qui s'affuble de tous les pouvoirs, notamment en trichant au référendum et aux différentes élections, et en traficotant et en taillant les constitutions à sa mesure, avec l'aide ou le pouvoir, le blanc-seing du PCT, son Parti congolais du travail, du Sénat, de l'Assemblée nationale, tous les deux croupillons, et vous avez une opposition plus ou moins consentante et une société civile manipulée, et au summum duquel vous avez une centrale d'intelligence et de coercition qui martèle et qui veille au bon grain, voyez-vous. Et donc, ce président a juste à ses côtés un conseiller aux hydrocarbures, qui est président du conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures, président du conseil d'administration de sa propre société qu'il a créée avec ses mentors et bien d'autres, qui va négocier donc avec les traders la vente du brut congolais que l'ISUBA a négocié dans le cadre des contrats de partage de production. Donc, les 80 000 barils donc, que le Congo gère au quotidien
se retrouvent entre les mains de qui? Des sociétés qui sont affiliées dans les différents blocs où ils ont eu l'opportunité d'y accéder parce que Total a refusé de travailler avec toutes ces sociétés. Donc, dans les blocs où se trouve Total, vous ne les verrez pas. Mais dans certains blocs où il y a Eni, vous les trouverez. Le cas de... Parce que Eni accepterait, en fait, l'opacité, c'est cela? Ben oui, vous savez que Eni est même en procès avec le pouvoir en Italie. Le procès va suivre, là, voyez-vous. Donc, et nous avons un grand gisement qu'on appelle Néné, sur le champ Néné, dans ma ex-marine, je ne sais pas si c'est 12, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est 12 ou 11. Voilà. Et là-dedans, vous avez AOGC, vous avez Lukoil, et ce gisement va atteindre un plateau de 140 000 barils. 140 000 barils, c'est énorme. Hein? Et vous avez AOGC qui a peut-être 15 ou 20% là-dedans, mais qui va se retrouver avec plein de pétrole qui vont vendre à l'extérieur et qui n'auront de compte à rendre à personne, même pas à l'Assemblée nationale, encore moins au Sénat, sachant qu'eux, ils ne rétrocèdent pas systématiquement au trésor public les revenus de la vente du brut. Alors que mais pendant que vous êtes là, est-ce que ces sociétés-là ont une traçabilité au niveau de la fiscalité au Congo? Ah, ça, il faut aller forer au Congo pour s'en rendre compte. Vous savez que je crois qu'au cours de la dernière émission, j'avais parlé des manipulations dolosives. On dissimule tout. Rien, on ne met pas à la disposition de quiconque qui veut accéder aux informations. Sauf à l'ITIE qui, parce que le Fonds monétaire international, pour accéder au crédit, vous impose une certaine transparence. Donc, vous êtes obligé d'ouvrir vos portes à des experts comptables, à des experts internationaux qui viennent donc scruter vos comptes à vous. Voyez-vous? Et dans ce cadre-là, on peut soutirer la substance. Et ces substances que l'on a permis de mettre à votre disposition, viennent en partie de là. Voyez-vous? Donc, c'est des informations fondées qu'on peut vérifier, vérifiables et autres. Voyez-vous? Alors, des informations le Congo travaille dans l'opacité. Oui, vous avez dit des informations fondées et vérifiables. Nous avons là une kyrielle des sociétés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu les propriétaires, c'est lesquels? Je vois AOGC, vous en avez parlé. Oui, AOGC, je vous ai dit tout à l'heure que c'était la société de M. Gokana, Petro Congo, que c'était aussi la société de M. Gokana et les autres. Ben, en fait, c'est la famille, tout ça. Vous voyez, il y a madame ici, les enfants, le grand frère. Madame, vous parlez de madame Antoinette Sassou Nguesso, oui, Petro Kouilou, voyez-vous. Petroleum, c'est la société de M. Maurice. Maurice Nguesso. Oui. Orion, c'est la société de M. Lucien Ebata. Continent, c'est la société de M. Yaya Moussa et Viega, qui est en tôle au Portugal, qui nous a foré des puits surfacturés d'eau au Congo. Hein? Les fameux forages. Oui, forage d'eau, oui, on vous a apporté l'eau dans les villages et autres avec le drapeau de la République et tout. Je crois que tous ces forages sont en désuétude aujourd'hui. Voilà. Ils sont en désuétude. Voilà. Et en aval, il ne faut pas oublier qu'il y a la partie aval où vous avez Afrique, qui est la société de M. AOGC, donc, comment il s'appelle, Gokana, qui vend les produits finis qui sortent de la raffinerie. Okay? Vous avez X-Oil, Puma, Rox Oil. Et vous avez aussi le gaz, hein, qui est aussi vendu par AOGC. GPL étant sa société. Vous voyez donc, tout est entre les mains de M. Denis Gokana, conseiller aux hydrocarbures du chef de l'État. Dans quelle république vous pouvez voir ça? Est-ce que nous avons une assemblée ou un Sénat pour censurer ce genre de choses? Hein? Et ces gens-là peuvent céder le pouvoir ou ils peuvent laisser le pouvoir. Ils sont obligés de se surarmer pour protéger leur pouvoir et éviter que les autres ne les distraient. Voyez-vous? Voyez le fond du problème du Congo, c'est celui-là. Hein? C'est rien d'autre. Donc, je vois un peu plus bas oui. Une banque chinoise, c'est cela? Oui, tout à fait. Vous avez la BSCA, Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique. Voilà une autre entourloupe qui serait détenue à 50% par la Banque chinoise agricole et à 50% par l'État congolais à 12%, la SNPC à 15%,
les privés congolais à 12% et français. Quels sont ces Français-là? Et une société qui est dans les mines qu'on appelle Mineroll, quelque chose comme ça. Congo Mineroll ou quelque chose comme ça. Et le but de cette banque, c'est quoi? C'est quoi l'objectif? Vous savez que dans le cadre du crédit, comment on appelle, de la dette du Congo, il y a deux branches. Oui. Il y a la dette intérieure, la dette extérieure. La dette intérieure, c'est avec les sociétés locales, donc estimées en monnaie locale. Et la dette extérieure, c'est avec comment dire, les partenaires bilatéraux et multilatéraux. OK? Et les banques privées et autres. Donc, des bilatéraux, vous avez la France, etc. Et dans le cas des multilatéraux, vous avez le Fonds monétaire international, les institutions de Bretton Woods et autres, avec qui nous voulons signer des accords pour accéder à de nouveaux prêts. Parce que le fils a été nommé à la coopération internationale. Hein. Il faut montrer aux Congolais qu'on peut faire des travaux, des nouveaux travaux, et puis lui donner comme un blanc-seing pour qu'il puisse remplacer son papa, quoi, voilà, dans la gestion du Congo. Donc, cette banque chinoise, je me demande même, le président du conseil d'administration de cette banque se trouve être M. Andély Rigobert, Roger, qui est devenu aujourd'hui ministre des Finances. Le ministre des Finances. Voilà. Il est aujourd'hui ministre des Finances, mais il était déjà président du conseil d'administration. Son adjoint se trouve être Monsieur Obambi Patrick. OK? Est-ce qu'une banque chinoise peut accepter que et le président du conseil d'administration et l'adjoint du président du conseil d'administration soient comment dirais-je, des étrangers, qu'il n'y ait pas un Chinois au conseil d'administration là. Vous voyez pas qu'il y a anguille sous roche? Oui, mais on comprend bien que c'est juste un statut d'emprunt alors. Oui, je me demande si c'est une franchise. Il se pourrait que ce soit simplement une franchise, c'est-à-dire que l'argent du Congo qui se trouve en Chine, on a transformé en une banque, OK, qu'on crée au Congo et qu'on couvre, dont on couvre les activités en donnant les ATM, c'est-à-dire les facilités d'utilisation des cartes de crédit. Et vous pouvez aller au distributeur retirer votre argent, les taximens peuvent ouvrir les comptes et autres. On a fait tant de bruit. Est-ce que le ministre des Finances a fait du bruit sur BGFI ou Okemba est président du conseil d'administration, sur les autres banques, LCB ou etc. Hein? Mais pourquoi faire la publicité de cette banque chinoise? C'est simplement parce que on veut occulter la dette intérieure, parce que nous devons de l'argent aux Chinois, on va le leur rembourser sous forme de pétrole, sous forme de minerais, OK? Et d'autre part, ils vont nous faire des grands travaux, comprenez? Ils vont nous faire des grands travaux. Je comprends, c'est vrai. Donc, oui. C'est vrai, là-bas, vous pourrez trouver des Chinois dans cette société, mais les Chinois, là, ne sont que la partie… Des arbres qui cachent des forêts. Voilà, c'est ce que je semble comprendre. Les Congolais doivent ouvrir les yeux. Ils ont été roulés dans la farine depuis toujours. On comprend très bien que dans la gestion du pétrole congolais, on retrouve donc les enfants Nguesso, madame, donc l'épouse de Denis Sassou Nguesso lui-même, et c'est en fait, disons, c'est pour le clan Sassou Nguesso. Je pourrais vous parler aussi de Lukoil, hein? Lukoil qui est une société russe, okay? Oui. Qui est aussi dans le permis ex-marine 12, okay? Notamment là où se trouve le gisement Néné, de Eni. Okay, ils sont dedans. Et c'est cette société qui va être utilisée pour la construction de l'oléoduc qui va partir de Ngeno jusqu'au village, peut-être au-delà. Comme ça, on ouvre les vannes, on ferme les vannes, seront la volonté du prince. Pourquoi se lance-t-on dans des opérations de prestige de ce genre, alors que nous sommes à la recherche du minimum du bien-être des Congolais? Pourquoi on va chercher à embrasser le baobab, on ne pourra pas, c'est pas possible. Hein? On va donc attendez voir. Oui. Est-ce qu'une évaluation a été faite pour prouver le bien fondé de la valeur ajoutée qu'apporterait un oléoduc qu'on va tirer de Pointe-Noire jusqu'à Oyo ou au-delà? Et là, je peux me permettre de poser la question suivante, qui est un corollaire à cela. À quoi aurait servi la construction de l'aéroport de Lombo?
le port d'Oyo, ça sert à quoi? Pourquoi a-t-on détourné les crédits permettant de construire les districts sanitaires à l'autre là, comment on appelle, à Wesso, à Mosenjo, à Madingu, pour l'affubler à l'autre là, à Oyowi. Donc c'est un détournement de chapitre, c'est ce que vous voulez dire? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Ils auraient dû faire ça sur fonds propres, c'est pas l'argent qui leur manque. Alors, en quelques secondes, on va conclure. Vous avez probablement une dernière préoccupation, peut-être nous dire quelque chose sur les sociétés sous-traitantes, en quelques secondes, parce que le temps qui nous est imparti est pratiquement à la fin. Oui, effectivement, dans le cadre de la sous-traitance, il y a lieu de restructurer effectivement cette partie parce que il y a plus ou moins 21 services. Pour de l'exploration jusqu'à la production, il y a plus ou moins 21 services. Et il est possible que les Congolais soient au premier niveau. Il ne peut pas être au premier niveau parce que vous avez les Schlumberger qui ont des brevets en l'autre là, cotés en bourse et autres. Mais les parties occupées par les sociétés comme les Friedlander, Dietzmann, Saipem, Ponticelli et autres, Artemis Precioso, même si Precioso a une technologie de lutte anti-corrosion, on peut faire confiance à des Congolais. Vous avez les Congolais comme comment il s'appelle, celui qui se trouve au Canada, là, Bernard Pongui, qui ont fait leurs preuves, c'est Dietzmann avec les Nduna François. Donc, pourquoi ne pas faire confiance en ces gens-là? On laisse toujours la place aux autres. Ils n'ont plus rien à nous apprendre. Nous en avons l'expertise. Voilà. Nous en avons l'expertise, c'est par ces mots que nous mettons donc terme à cette émission qui a porté sur la gestion du pétrole congolais, à qui appartient réellement le pétrole congolais. Chacun de vous pourra en tirer bien sûr les conclusions. Merci Monsieur Alphonse Maboussou d'avoir répondu à nos questions liées à l'exploitation pétrolière au Congo-Brazzaville. Je rappelle que vous êtes consultant en expertise pétrolière et minière. À vous, chers téléspectateurs, grand merci de nous avoir choisis aujourd'hui, de nous avoir suivis. Restez donc branchés sur votre canal d'information TLR TV. On se retrouve très prochainement. Merci.